À la fête d'anniversaire de mariage de mes parents, ma sœur a dit à voix haute, « Pourrais-tu sortir du cadre ?» C'est une photo de famille. Mes parents ont hoché la tête en signe d'accord, et mon jeune frère a ricané. Je suis discrètement sorti du cadre et je suis parti. 30 minutes plus tard, mon cousin m'a envoyé un message, « Ma famille se dispute très fort. » Que as-tu fait? J'ai juste souri. Debout sur la pelouse impeccablement entretenue du domaine que j'avais secrètement financé, j'ai finalement réalisé que toute mon existence n'était qu'une transaction. Je m'appelle Kendra, et à 29 ans, j'ai découvert que ma loyauté était une monnaie que ma famille avait complètement dévaluée. Le cauchemar a commencé plus tôt cet après-midi, lors de la fête du 35e anniversaire de mariage de mes parents, dans notre vaste haras de Lexington. Ma sœur aînée était spectaculaire dans une robe en soie sur mesure qui contrastait vivement avec mon blazer bleu marine froissé, car je venais de passer 6 heures éprouvantes à me battre avec les douaniers pour débloquer notre cargaison. Le photographe nous a placés devant les portes blanches de l'écurie pour le portrait officiel, tandis que les invités regardaient depuis la terrasse. Je suis entré dans le cadre à côté de mes parents, espérant un moment d'unité après avoir encore une fois sauvé l'entreprise, mais l'atmosphère a changé instantanément. Ma sœur s'est tournée vers moi avec un sourire froid et a parlé assez fort pour que chaque invité fortuné puisse l'entendre. « Kendra, pourrais-tu s'il te plaît sortir du cadre, car ta tenue ruine l'esthétique. » C'est une photo de famille pour les pages mondaines et ce n'est vraiment pas la place du personnel de bureau. J'ai cherché le soutien de mes parents, mais ils ont simplement hoché la tête en signe d'accord, tandis que mon jeune frère laissait échapper un ricanement amusé depuis son coin. Je n'ai pas fait de scène ni supplié pour ma place dans une famille qui me considérait clairement comme une étrangère. Je suis simplement sorti du cadre sans un mot et j'ai marché droit vers le service de voiturier, les laissant à leur parfait mensonge. Avant de vous raconter comment j'ai mis à genoux une riche dynastie sans prononcer un seul mot, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous si vous avez déjà été traité comme un étranger dans votre propre maison. La lourde portière de ma berline s'est refermée dans un bruit sec, coupant instantanément le lien entre moi et la musique de jazz qui flottait depuis le jardin. Je suis resté assise un long moment, les mains agrippées au volant en cuir, tandis que le moteur ronronnait sous moi. Cette voiture était la seule chose que je possédais et que j'avais payée entièrement avec mon propre salaire, contrairement aux VUS de luxe bon marché que mes parents conduisaient pour maintenir leurs fragiles apparences. J'ai fermé les yeux et me suis permis de me souvenir de la réalité épuisante des 5 dernières années, où j'avais discrètement injecté chaque dollar de rechange de mon salaire de responsable de la conformité dans l'entreprise de logistique familiale pour la maintenir à flot. J'avais risqué ma réputation professionnelle pour obtenir des prêts auxquels ils n'avaient pas droit, et j'avais passé d'innombrables nuits à équilibrer des comptes qui perdaient de l'argent à cause de leur pure incompétence. Ils croyaient que l'entreprise prospérait grâce à leur leadership, mais en réalité, elle ne survivait que parce que je refusais de la laisser sombrer. Cet air de loyauté aveugle a pris fin ce soir. J'ai sorti mon téléphone de mon sac à main et composé le numéro du service de traiteur haut de gamme qui gérait la fête d'anniversaire. Le propriétaire a répondu à la deuxième sonnerie, s'attendant à un compliment sur les amuse-gueules, mais je l'ai interrompu avant qu'il ne puisse parler pour m'assurer qu'il comprenne la gravité de la situation. J'ai gardé ma voix stable et professionnelle en lui donnant l'instruction qui allait humilier ma famille devant leurs invités d'élite. Je suis Kendra Vance, détentrice de la carte Platinum se terminant par 8890. Je souhaite signaler la transaction en cours au domaine Vance comme non autorisée. Cessez de débiter la carte et révoquez tous les services immédiatement. Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout du fil, suivi par le bruit frénétique de papier qu'on remue alors que le propriétaire essayait de comprendre ce que je venais d'ordonner. J'ai précisé que j'étais l'unique propriétaire du compte et que tout frais supplémentaire serait contesté comme une fraude, ce qui l'obligeait légalement à cesser de servir immédiatement. Il a balbutié des excuses nerveuses et a promis d'alerter son responsable de salle sur le champ pour arrêter les opérations. J'ai raccroché sans attendre sa réassurance, car je savais que la loi était de mon côté et que les conséquences seraient immédiates. L'étape suivante exigeait une précision chirurgicale, car je savais que mes parents avaient accès à mon compte courant secondaire pour ce qu'ils appelaient des dépenses ménagères d'urgence. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé la reconnaissance faciale me connecter au tableau de bord où les chiffres me fixaient. J'ai initié un virement de chaque centime de mes comptes d'épargne et courant vers un compte en fiducie à haut rendement que j'avais ouvert la semaine dernière sous une entité distincte. Mes doigts se déplaçaient sur l'écran avec une vitesse exercée tandis que je drainais les liquidités qui avaient financé leurs abonnements au country club et leur garde-robe de créateurs depuis bien trop longtemps. L'écran a affiché une coche de confirmation verte,
indiquant que le virement était terminé et que le filet de sécurité de la famille Vance avait officiellement disparu. J'ai ressenti une froide satisfaction en voyant le solde du compte partagé tomber à 0, ce qui signifiait que leurs cartes seraient refusées la prochaine fois qu'ils essaieraient de les utiliser. Une bannière de notification est apparue en haut de mon écran juste au moment où je mettais la voiture en marche et me préparais à quitter la propriété. C'était un message de mon cousin Jared, l'un des rares parents que je tolérais réellement parce qu'il voyait clair dans la façade familiale. Le message était court, mais il confirmait que mes instructions au traiteur avaient été exécutées avec une efficacité brutale. Il a écrit que les barman venaient d'arrêter de servir des boissons, et que les serveurs commençaient à débarrasser les tables du buffet tandis que les invités regardaient autour d'eux, confus. La musique s'était arrêtée brusquement, et l'atmosphère passait de la célébration à la panique alors que le personnel commençait à remballer son équipement. Je ne lui ai pas répondu car je ne voulais pas laisser de traces numériques de ma satisfaction ni donner à quiconque une raison de m'accuser de jubiler. Je me suis engagé sur l'autoroute en m'éloignant de Lexington et j'ai regardé les lumières du domaine s'estomper dans le rétroviseur jusqu'à ce qu'elles soient englouties par l'obscurité. Une étrange sensation m'a envahi, qui m'a semblé inconnue au début, jusqu'à ce que je réalise que c'était un soulagement authentique. Pour la première fois en une décennie, je ne conduisais pas vers une crise que je devais résoudre ou un désordre que je devais nettoyer pour des gens qui me méprisaient. Je conduisais vers un avenir où mon travail acharné profiterait enfin à la personne qui l'avait réellement mérité, sans être drainé par des parasites. Le pont était brûlé, et je n'avais aucune intention de faire demi-tour pour éteindre l'incendie. J'ai monté le volume de la radio et laissé la musique couvrir les voix fantômes de ma famille tandis que je filais vers la liberté. L'horloge a sonné 20h30, ce qui aurait dû être le moment de la découpe du gâteau de célébration, mais au domaine Vance, cela a marqué l'arrivée du désastre financier. L'orchestre de jazz s'est tu brusquement parce que le responsable du traiteur leur a fait signe d'arrêter de jouer immédiatement. Le silence soudain qui s'est abattu sur le jardin bien entretenu était lourd et inconfortable. Alors que les invités regardaient autour d'eux avec confusion, tenant leur verre vide, le responsable du traiteur a dépassé les serveurs perplexes et s'est approché de la table d'honneur où mon père, Robert, tenait salon avec un groupe d'investisseurs potentiels. Robert a baissé les yeux sur l'interruption avec le dédain arrogant qu'il réservait au personnel de service, et a exigé de savoir pourquoi le divertissement avait cessé sans sa permission. Le responsable n'a pas bronché sous le regard de mon père en posant un terminal de carte de crédit portable sur la nappe en lin blanc. Il a parlé assez fort pour que les tables environnantes entendent que la carte principale enregistrée avait été refusée pour le solde restant de 25 000 €. Robert a ri nerveusement et a tenté de balayer la situation d'un geste de la main, comme s'il s'agissait d'un malentendu trivial. Il s'est adossé à sa chaise et a dit aux responsables qu'il devait y avoir un problème avec leur petite machine bon marché car un Vance n'avait jamais de problème de limite de crédit. Il a ordonné à l'homme de repasser la carte et d'arrêter de se ridiculiser avant de perdre son contrat avec leur entreprise. Le responsable a tenu bon et a expliqué qu'ils avaient tenté de traiter le paiement 3 fois en utilisant différents terminaux et que le résultat était identique à chaque fois. Il a insisté sur le fait qu'à moins que le solde ne soit réglé immédiatement en espèces ou par virement bancaire vérifié, le personnel commencerait à emballer la nourriture et à quitter les lieux. La couleur a commencé à quitter le visage de Robert alors qu'il réalisait que son arrogance ne fonctionnait pas sur un homme qui voulait simplement être payé pour ses services. Ma mère, Linda, sentant la tension monter et les regards curieux de leurs invités fortunés, a attrapé son sac à main de créateur par terre. Elle a souri crispement aux gens qui les regardaient tout en fouillant frénétiquement dans le contenu de son sac pour trouver un moyen de paiement de secours. Elle a sorti un élégant portefeuille noir et en a retiré 3 cartes de crédit différentes qu'elle portait pour les urgences et les apparitions prestigieuses. Elle les a tendues aux responsables une par une, la main tremblante, tout en maintenant une façade de contrariété agacée. Le responsable a passé la première carte et la machine a émis un son de rejet strident qui a résonné dans le jardin silencieux. Il a passé la deuxième carte, puis la troisième, mais chaque tentative a abouti au même voyant d'erreur rouge clignotant sur le petit écran. Linda ne réalisait pas que chaque carte qu'elle possédait était une carte d'utilisateur supplémentaire attachée au compte d'entreprise principal que j'avais gelé à peine 30 minutes plus tôt. Le responsable a finalement perdu sa patience professionnelle après le 3e refus et a regardé directement mes parents qui se tassaient maintenant sur leur siège. Il a élevé la voix pour s'assurer que tout le monde à proximité comprenne exactement pourquoi la fête se terminait prématurément. Monsieur Robert, le système indique que la carte est verrouillée car le propriétaire a signalé un vol. Si le paiement n'est pas effectué immédiatement, je devrais appeler la police pour vol de service. Le fiancé de ma sœur, Preston, se tenait près du bord de la terrasse,
tenant un verre de champagne qui lui semblait soudain très lourd dans sa main. C'était un homme d'affaires avisé qu'on avait amené à croire qu'il se mariait dans une dynastie d'une immense richesse et influence. Il a regardé son futur beau-père devenir cramoisi en étant menacé d'une action policière pour une facture de traiteur. Il a vu la panique dans les yeux de Linda alors qu'elle vidait le contenu de son sac sur la table dans une recherche désespérée d'argent liquide qui n'existait pas. Pour la première fois depuis qu'il avait rencontré la famille Vance, l'illusion de leur grandeur s'est fissurée pour révéler l'instabilité chaotique sous-jacente. Ma sœur Courtney a vu le changement dans l'expression de Preston et s'est immédiatement précipitée vers lui attrapant le bras avec une poigne trop forte pour être décontractée. Elle a essayé d'en rire en chuchotant que ce n'était qu'une ridicule erreur administrative causée par le personnel incompétent de la banque. Elle a insisté sur le fait que son père ferait renvoyer le directeur de la banque le lendemain matin pour cette humiliation et a tenté de ramener Preston vers la piste de danse. Preston a retiré doucement mais fermement sa main de son bras et a fait un pas délibéré en arrière pour créer une distance physique entre lui et le drame. Il lui a dit calmement que les banques ne refusaient pas plusieurs cartes pour vol à moins que le titulaire du compte ne le déclenche, puis il s'est détourné pour vérifier son téléphone. L'humiliation fut absolue lorsque le personnel du traiteur commença à retirer les nappes alors que les invités étaient encore debout autour d'eux. Les riches participants échangèrent des chuchotements et des regards compatissants teintés de jugement alors qu'ils commençaient à se diriger vers la sortie. Ils ne dirent pas au revoir aux hôtes, mais se hâtèrent simplement vers leur voiture pour échapper au malaise d'un événement social raté. En 20 minutes, le jardin était vide, à l'exception des piles de vaisselle sale et de mes parents debout au milieu des décombres de leur réputation. Le lendemain matin, je suis allé au siège de Vance Global Logistique plutôt que d'habitude, non pas pour travailler, mais pour mettre un terme définitif à ma carrière là-bas. Le parking était vide, à l'exception du gardien de sécurité qui m'a salué avec un sourire dont je savais qu'il disparaîtrait une fois que le chaos commencerait. J'ai franchi les portes en verre pour entrer dans le silence du bâtiment que j'avais modernisé à moi seul au cours de la dernière demi-décennie. Je suis allé directement à mon bureau d'angle et j'ai commencé à placer silencieusement mes affaires personnelles dans une boîte en carton, y compris les certifications de transport et qu'un encadré qui permettait légalement à cette entreprise d'opérer au-delà des frontières internationales. Ce n'était pas seulement des décorations sur le mur, mais des licences fédérales délivrées spécifiquement à mon nom en tant que responsable de la conformité certifiée pour le transport de bétail. Sans mon nom attaché au bâtiment, toute l'opération n'était rien de plus qu'une entreprise de camionnage glorifiée sans aucune autorité pour déplacer des pur-sang. J'ai ouvert mon ordinateur portable pour la dernière fois et j'ai rédigé un courriel prioritaire adressé à nos partenaires d'expédition internationaux et à chaque employé clé du bâtiment. L'objet était sobre et professionnel pour s'assurer qu'il serait ouvert immédiatement par quiconque appréciait son travail. Le corps du courriel indiquait clairement que je démissionnais avec effet immédiat et que je révoquais ma responsabilité pour toutes les expéditions en attente. J'ai cliqué sur Envoyer et j'ai regardé la barre de progression achever l'action qui couperait mes liens juridiques avec le désastre que ma famille était sur le point de créer. J'ai ressenti un étrange sentiment de finalité en fermant l'ordinateur portable et en le posant sur le bureau, qui était maintenant dépouillé de toute touche personnelle. Robert a fait irruption dans la pièce, le visage rouge d'une combinaison de gueule de bois et de rage résiduelle suite à la fête d'anniversaire humiliante. Il a marché vers mon bureau, le doigt pointé en l'air, prêt à se lancer dans une tirade sur mon manque de respect et les cartes de crédit gelées. Il s'est arrêté net quand il a vu la boîte en carton sur mon bureau et les murs nus où mes diplômes étaient accrochés. Il a cligné des yeux, confus, comme s'il ne pouvait pas traiter l'idée que j'étais réellement en train de partir au lieu d'attendre son pardon. Il a ouvert la bouche pour exiger une explication, mais le son de pas lourd courant dans le couloir l'a interrompu avant qu'il ne puisse parler. Le chef des opérations a fait irruption dans mon bureau sans frapper, l'air au bord de la crise de nerfs. Il tenait une tablette qui affichait des notifications rouges urgentes et il n'a même pas remarqué la présence de mon père au début. Il s'est précipité à côté de mon bureau et a expliqué frénétiquement que l'autorité portuaire de Miami venait de signaler nos conteneurs du matin. C'étaient des unités climatisées transportant des chevaux arabes primés valant des millions de dollars et ils étaient actuellement sur le tarmac, sous un soleil de plomb. Monsieur Robert, l'expédition pour Dubaï est retenue au port. Le système exige un mot de passe de niveau administrateur 5 pour déverrouiller les formulaires douaniers, sinon nous aurons une amende de 50 000 € par jour. Robert est devenu pâle alors que la réalité de la situation s'est écrasée sur son arrogance comme un train de marchandises. Il m'a bousculé et a martelé ses doigts sur mon clavier avec la confiance d'un homme qui croyait qu'être le propriétaire signifiait comprendre la machinerie. Il a fixé l'écran de connexion qui exigeait une clé de cryptage de 64 caractères que je générais fraîchement chaque semaine.
Il a essayé de taper son propre nom, puis le mot de passe générique de l'entreprise, mais l'écran a simplement tremblé et est resté verrouillé. Il a levé les yeux vers le chef des opérations avec un mélange de peur et de confusion, car il réalisait qu'il ne connaissait même pas le nom du logiciel, encore moins le code pour le contourner. Le téléphone du bureau a commencé à sonner avec une tonalité stridente qui signalait un appel international d'un client très en colère. Puis la ligne fixe sur le bureau du directeur a commencé à sonner, et en quelques secondes, tout l'étage résonnait du son des plaintes entrantes. Robert m'a regardé avec des yeux désespérés, me suppliant silencieusement de me rasseoir et de réparer le désordre avec mes doigts magiques. J'ai simplement pris ma boîte d'effets personnels et je suis passé devant eux sans offrir un seul mot de conseil ni une once de pitié. Je suis sorti du bureau et j'ai descendu le couloir tandis que la cacophonie des téléphones qui sonnent et des voix qui crient s'estompait derrière moi. En fin d'après-midi, j'étais assise dans le coin tranquille d'un café, examinant les clauses de résiliation de mon contrat de travail, lorsque mon téléphone s'est mis à vibrer violemment contre la table en bois. J'ai retourné l'écran pour voir une cascade de notifications d'Instagram et de Facebook où Courtney m'avait identifié dans une vidéo diffusée en direct. J'ai branché mes écouteurs et je l'ai regardée, assise dans son dressing, avec un mascara waterproof parfaitement appliqué coulant sur ses joues. Elle racontait à ses milliers d'abonnés que j'avais subi une grave dépression nerveuse causée par la jalousie et que j'avais vidé les comptes de l'entreprise avant de disparaître. Elle prétendait que nos parents âgés se retrouvaient maintenant sans rien pour payer leurs factures médicales parce que j'avais volé leur fonds de retraite pour financer une vie secrète. La performance était théâtrale, et elle faisait des pauses dramatiques pour essuyer ses larmes tout en créant un récit qui me dépeignait comme une méchante qui haïssait sa propre chair et son propre sang. La section des commentaires se remplissait rapidement de messages de soutien pour elle, et de haine virulente dirigée contre moi par des gens qui ne m'avaient jamais rencontré. Des amis communs et même certains membres de notre famille élargie laissaient des émojis en forme de cœur et me traitaient de monstre pour avoir abandonné les gens qui m'avaient élevé. J'ai senti une vague de nausée monter dans ma gorge en la regardant sangloter devant la caméra tout en portant un collier de diamants dont je savais pertinemment qu'il avait été acheté avec la carte de crédit de l'entreprise. Je n'ai pas tapé de réfutation ni interagi avec les trolls, car je savais que débattre avec un menteur en public ne faisait que leur donner plus de contenu à manipuler. J'ai fermé l'application et j'ai immédiatement composé le numéro de la seule personne qui avait besoin de voir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. J'ai envoyé un message au fiancé de Courtney, Preston, lui demandant de me retrouver au bureau de mon avocat s'il voulait savoir où son argent d'investissement était réellement allé. J'ai arrangé une rencontre avec lui au bureau de mon avocat personnel en centre-ville, car je voulais qu'il y ait des témoins à notre conversation et un environnement stérile. Il est arrivé avec 20 minutes de retard, l'air épuisé et méfiant, comme s'il s'attendait à ce que je me lance dans une joute verbale défensive similaire à celle dont il avait été témoin à la fête. Je ne lui ai pas offert de café ni engagé de conversation légère, mais j'ai plutôt fait glisser un lourd classeur noir sur la table de conférence en acajou poli. À l'intérieur se trouvaient 5 années de relevés bancaires certifiés qui détaillaient exactement d'où provenait chaque dollar de la fortune de la famille Vance et où il était allé. J'ai ouvert le dossier à la section intitulée « Dépenses personnelles de Courtney » et j'ai vu ses yeux s'écarquiller en voyant les rangées d'encre rouge qui représentaient ses habitudes de dépenses. Il a commencé à feuilleter les pages et sa confusion s'est transformée en horreur lorsqu'il a réalisé que l'entreprise de design d'intérieur prospère que Courtney prétendait diriger était en fait une société écran entièrement financée par mon salaire et des prêts contractés à son nom. J'ai pointé du doigt une série de transactions spécifiques du mois dernier totalisant près de 50 000 €, qu'elle avait prétendu être des dons à un orphelinat en Europe. Les codes bancaires indiquaient clairement des boutiques de luxe et des hôtels 5 étoiles plutôt que toute organisation caritative. Je me suis penché en avant et j'ai tapoté du doigt l'entrée surlignée pour m'assurer qu'il comprenne l'ampleur de sa tromperie. Regardez attentivement cette dépense. L'argent que Courtney disait être pour la charité était en fait des factures de shopping à Milan et à Paris sous votre nom. Preston a fixé le document pendant un long moment tandis que la couleur quittait son visage, le laissant pâle et malade. Il a retracé les dates des transactions et a réalisé qu'elles coïncidaient parfaitement avec les voyages humanitaires qu'elle avait faits avec ses amis pendant qu'il travaillait. Il avait cru qu'il épousait une philanthrope au grand cœur, mais les documents prouvaient qu'il était fiancé à une menteuse pathologique qui utilisait sa cote de crédit comme sa tirelire personnelle. Le silence dans la pièce était lourd du poids de ses illusions brisées alors qu'il assimilait le fait que sa future femme était une fraude. Il a levé les yeux vers moi, des yeux qui n'étaient plus méfiants, mais rempli d'un profond sentiment de trahison. Il n'a pas crié ni nié les preuves, mais a simplement fermé le classeur avec un bruit sourd qui ressemblait à un marteau de juge tombant dans un tribunal.
Il m'a demandé d'une voix calme s'il pouvait emporter le dossier avec lui pour vérifier les numéros de compte avec son propre comptable judiciaire. J'ai hoché la tête en signe d'approbation, car je savais qu'une fois qu'il aurait tiré ce fil, toute la tapisserie de mensonges que Courtney avait tissée s'effondrerait complètement. Il s'est levé et est sorti du bureau sans dire au revoir, mais j'ai remarqué qu'il marchait avec la lourdeur d'un homme qui venait de perdre son avenir. C'était la première fissure dans l'image parfaite que Courtney s'était construite, et je savais que ce ne serait pas la dernière. 2 jours après mon départ, le vernis brillant de la famille Vance a commencé à s'écailler rapidement sans mon flux de trésorerie et ma gestion pour maintenir le tout. Le premier signe de leur nouvelle réalité les a frappés lorsque la climatisation de la salle à manger principale a crachoté et s'est éteinte pendant le service du petit déjeuner. J'avais annulé les paiements automatiques pour l'électricité et l'eau, qui étaient enregistrés à mon nom pour protéger ma cote de crédit de leur négligence. Mes parents se sont retrouvés assis dans une maison silencieuse qui se réchauffait rapidement sous le soleil du Kentucky, tandis que le système de sécurité émettait un avertissement de batterie faible. Ils ont essayé d'appeler la compagnie d'électricité pour exiger une explication, mais on leur a dit que le compte avait été fermé par le titulaire principal, et qu'un nouveau dépôt de 5 000 € était requis pour rétablir le service. Mon frère Travis a ressenti les affres de la pauvreté plus vite que quiconque, car son allocation s'était évaporée au moment où j'ai gelé les comptes. Il était déjà profondément endetté auprès de personnes dangereuses à cause de ses habitudes de jeu, et sans mon argent pour acheter son silence, il est devenu désespéré. Il s'est rendu au bureau de logistique tard dans la nuit et a commencé à charger des ordinateurs et des imprimantes haut de gamme à l'arrière de son camion pour les vendre dans un prêteur sur gage. Il ne réalisait pas que j'avais installé des détecteurs de mouvements silencieux qui alertaient immédiatement la police locale au lieu d'envoyer une notification sur le téléphone de mon père. Il a réussi à s'échapper avant l'arrivée des voitures de patrouille, mais il a laissé derrière lui des images de sécurité qui finiraient par causer sa perte lorsque la police visionnerait les bandes. L'effondrement administratif s'est poursuivi lorsqu'une lettre recommandée de l'Internal Revenue Service est arrivée à la réception de l'entreprise le lendemain matin. Il s'agissait d'une notification d'un audit sur le terrain immédiat, déclenché par les rapports financiers irréguliers que mon père avait tenté de déposer après que je l'ai bloqué hors du système principal. Il avait essayé de manipuler les chiffres pour cacher les pertes de l'expédition ratée de Dubaï, mais sa comptabilité d'amateur a immédiatement déclenché des alertes. La lettre indiquait que des agents fédéraux arriveraient dans les 48 heures pour saisir les documents physiques et interroger les dirigeants de l'entreprise concernant des soupçons de fraude fiscale. Mon père a fixé le document les mains tremblantes, car il savait que sans moi pour expliquer les déductions, il risquait la prison. Le chaos a atteint son paroxysme lorsqu'une berline sombre s'est arrêtée aux portes du domaine et que 2 hommes en costume ont remonté l'allée. Ma mère, Linda, regardait par la fenêtre et a réalisé trop tard qu'il ne s'agissait pas d'invités, mais d'huissier de la banque détenant l'hypothèque. Elle a regardé avec horreur alors qu'il scotchait un avis de saisie immobilière orange vive directement sur la porte d'entrée en acajou, car les paiements avaient 3 mois de retard sans mes virements cachés. Elle a attrapé son téléphone et a appelé mon père en panique, sa main tremblait si fort qu'elle a failli laisser tomber l'appareil. Robert, il y a des hommes de la banque qui collent un avis de saisie sur la porte d'entrée en ce moment. Ils disent que nous avons violé les termes de l'hypothèque et que nous devons quitter les lieux. Tu dois rentrer immédiatement. Le coup de grâce est venu sous la forme d'une livraison par coursier de mon avocat personnel, remise directement à ma mère alors qu'elle pleurait encore sur le porche. C'était un préavis formel de 30 jours pour quitter la propriété, basé sur le fait que l'acte de propriété du domaine était légalement à mon nom. J'avais acheté la maison il y a 5 ans pour les sauver de la faillite et je leur avais permis d'y vivre gratuitement en tant que locataire. Cet accord était maintenant résilié en raison de leur comportement hostile, et ils faisaient face à la perspective de se retrouver sans abri en plus des poursuites judiciaires. Le coursier n'a offert aucune sympathie en prenant une photo de la livraison pour prouver qu'ils avaient été signifiés. La réalité de leur situation s'est imposée à la tombée de la nuit sur le manoir, qui était maintenant dans le noir complet sans électricité. Ils se sont assis dans le salon à la lueur des bougies, réalisant qu'ils ne pouvaient pas survivre une seule semaine sans le parapluie financier que j'avais fourni pendant une décennie. Ma sœur Courtney a refusé d'accepter la défaite et a plutôt élaboré un plan pour me manipuler une dernière fois, en utilisant leur plus grande arme contre moi. Elle a convaincu nos parents d'organiser une intervention où ils s'excuseraient pour tout et imploreraient mon pardon pour me ramener au bercail. Ce n'était pas une véritable tentative de réconciliation, mais un piège émotionnel calculé conçu pour obtenir ma signature sur une garantie de prêt. Elle croyait que s'il pleurait assez fort, j'oublierais l'humiliation et signerais à nouveau ma vie pour sauver l'image de la famille. Vendredi soir, je suis retourné au domaine familial assombri,
non pas pour offrir une trêve, mais pour assister à l'acte final de leur performance désespérée. Je suis entré dans le salon caverneux, qui n'était éclairé que par la lumière vacillante de bougies parfumées coûteuses, car l'électricité restait coupée pour non-paiement. Mes parents et mes frères et sœurs étaient assis en demi-cercle sur les canapés en velours moelleux, arborant des expressions de chagrin soigneusement répétées qui semblaient s'évanouir dès qu'ils m'ont vu debout là. Ma mère s'est immédiatement lancée dans sa performance en sanglotant dans un mouchoir en dentelle et en se lamentant sur le caractère sacré des liens du sang que je menaçais de rompre avec mes actions légales sans cœur. Elle a tendu ses mains tremblantes pour me supplier de ne pas vendre la maison où ils nous avaient élevés et m'a gracieusement offert de me réintégrer en tant que directrice de la conformité si j'acceptais de régler immédiatement les dettes impayées. Je suis resté près de la porte sans enlever mon manteau, car je voulais qu'ils comprennent que je n'étais qu'une visiteuse dans une maison que je possédais légalement et que je m'apprêtais à vendre. J'ai regardé ma mère avec un détachement froid et je lui ai dit clairement que leurs larmes coulaient pour la perte de leur style de vie luxueux plutôt que pour les années de mauvais traitements qu'ils m'avaient infligés. J'ai sorti un épais dossier manie de mon sac et je l'ai jeté sur la table basse où il a atterri avec un bruit sourd au milieu des élégants arrangements de bougies. J'ai révélé que j'avais une documentation complète montrant comment ils avaient vidé les comptes de l'entreprise pour soudoyer le procureur local afin d'enterrer les accusations de vol qualifiées de Travis 3 ans plus tôt. Travis s'est recroquevillé dans l'ombre du canapé pendant que je tournais mon regard vers Courtney, qui était assise tranquillement dans un coin en essayant de paraître innocente. J'ai exposé les journaux de textes imprimés prouvant qu'elle avait couché avec son petit ami du lycée pendant tout son engagement avec Preston, tout en utilisant l'argent de Preston pour financer leurs escapades. La pièce est tombée dans un silence terrifié alors que le poids de leurs secrets étouffait les derniers vestiges de leur dignité et les exposait comme des fraudeurs. Mon père Robert a tenté de se lever pour affirmer son autorité, mais il s'est rassis en voyant l'expression de résolution absolue dans mes yeux. J'ai fait un pas délibéré vers lui pour m'assurer qu'il entende chaque mot de la phrase qui démantèlerait son dernier espoir. Je ne reviens pas pour sauver cette coquille vide d'une famille. Je suis venu ici pour annoncer que Preston se tient juste derrière la porte ouverte et qu'il a absolument tout entendu ce que vous venez d'admettre. Preston est sorti de l'ombre du couloir où je l'avais positionné avant d'entrer dans la pièce, et son visage était un masque de pur dégoût et de trahison. Il n'a pas regardé Courtney en mettant fin verbalement à leur fiançailles et en exigeant le retour immédiat de la bague en diamant de 3 carats qu'il avait mise à son doigt. Le son du cri strident de Courtney a résonné contre les hauts plafonds alors qu'elle réalisait que son ticket pour un avenir riche venait de franchir la porte pour toujours. J'ai tourné le dos à la cacophonie de reproches et de pleurs pour sortir dans l'air frais de la nuit pour la toute dernière fois, sachant que j'étais enfin libre. 6 mois se sont écoulés depuis cette nuit fatidique, et la justice a finalement été rendue de la manière la plus brutale que la réalité puisse offrir. L'empire autrefois prestigieux de Vance Global Logistics s'est complètement effondré sous le poids de sa propre corruption et a été vendu aux enchères pièce par la banque la semaine dernière pour rembourser les énormes privilèges fiscaux. Je me tenais au fond de la salle des ventes, regardant des étrangers enchérir pour une bouchée de pain sur le mobilier de bureau et les camions de transport que j'avais autrefois entretenus avec tant d'efforts. Le bâtiment que mon père parcourait autrefois comme un roi est maintenant dépouillé et barricadé, en attente d'une démolition complète par les nouveaux propriétaires. Mes parents vivent actuellement dans un petit appartement d'une chambre en périphérie de la ville, où le papier peint qui s'écaille est un rappel quotidien du luxe qu'ils ont gaspillé. Ils passent leur journée à se disputer assez fort pour que les voisins les entendent, se blâmant mutuellement pour la chute, car aucun ne peut accepter que leur arrogance en était la véritable cause. Travis purge actuellement une peine de 2 ans dans un établissement correctionnel d'État parce qu'il a été assez stupide pour se faire prendre en train de voler des actifs de l'entreprise après que l'ordonnance de saisie fédérale ait été mise en place. Il pensait pouvoir se faufiler dans l'entrepôt pour prendre le câblage en cuivre et le matériel de serveur pour les vendre rapidement, mais le FBI surveillait déjà la propriété. Il n'est plus le jeune homme arrogant qui se moquait de moi sur la photo de famille, mais simplement le détenu numéro 409 qui passe ses journées à nettoyer la cafétéria. Ma sœur Courtney a subi l'humiliation la plus publique de toutes, car la haute société qu'elle essayait désespérément d'impressionner l'a complètement exilée pour son comportement frauduleux. Elle travaille actuellement de longues heures dans un salon de manucure local pour rembourser ses dettes de carte de crédit, et elle doit servir les femmes même qu'elle méprisait autrefois. Je suis passé devant la vitrine du salon la semaine dernière et je l'ai vue agenouillée en train de frotter les pieds d'une cliente avec une expression de défaite totale sur le visage. J'ai depuis ouvert ma propre société de conseil spécialisée dans la conformité du transport équin, et je me réveille enfin chaque matin dans une maison remplie de paix au lieu d'exigence. Je n'avais pas besoin de leur argent ni de leur approbation pour réussir, car ma valeur n'a jamais été liée à leur validation.
J'ai construit une vie qui est authentiquement la mienne et je dors profondément en sachant que les personnes qui ont essayé de me briser n'ont finalement réussi qu'à se briser elles-mêmes. Avant de terminer l'histoire aujourd'hui, ne partez pas car il y a une leçon cruciale ici que nous devons discuter. Cette histoire illustre que le vrai pouvoir dans une dynamique familiale ne vient pas du fait d'être la personne la plus bruyante dans la pièce ou celle qui porte les vêtements les plus chers. Le vrai pouvoir appartient à la personne qui détient la compétence et l'indépendance financière pour s'en aller lorsqu'elle est maltraitée. Kendra nous enseigne que fixer des limites avec des membres de la famille toxique n'est pas un acte de cruauté, mais un acte nécessaire d'auto-préservation. Vous n'êtes jamais obligé de vous immoler par le feu juste pour garder les autres au chaud, même si ces personnes sont vos parents ou vos frères et sœurs. Lorsque vous permettez aux gens de vous manquer de respect sans conséquence, vous leur apprenez essentiellement comment vous traiter.